Cloud. Voilà, donc tout est en route. Moi, je peux disparaître maintenant. Bien, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne du groupe Nice Matin avec la Maison de l'Europe Côte d'Azur Var, le Hub Business Nice Matin, les bureaux du Parlement européen de Marseille et Paris et le Mouvement européen des Alpes-Maritimes. Un débat retransmis en direct sur le Facebook de Nice Matin. Nous avons le plaisir d'accueillir Sandro Gozzi, député européen, pour une discussion autour du sujet « Quel avenir pour l'espace Schengen ?» et pour la coopération transfrontalière avec le Covid-19. Avant de démarrer, je passe la parole à Muriel Mouret, chef du bureau du Parlement européen de Marseille. Bonsoir, merci Denis. Donc, bonsoir à tous, bonsoir monsieur le député européen. Donc, c'est avec plaisir que j'introduis ce webinaire qui a été réalisé donc, en partenariat entre notre bureau du Parlement européen à Marseille, la Maison de l'Europe Côte d'Azur, Var et le Mouvement européen des Alpes-Maritimes et leurs partenaires, le groupe Nice Matin. Je remercie donc Odile Menozzi, qui est présidente à la fois de la Maison de l'Europe du Mouvement et du Mouvement européen, pour son engagement dans la réalisation de ce webinaire, comme les collègues du bureau du Parlement européen à Marseille pour leur contribution à la bonne marche de cette rencontre virtuelle. Avant d'entrer dans le sujet de ce soir, je vous informe que nous vous inviterons à un autre webinaire fin juin que nous organisons de nouveau ensemble sur l'Europe sociale en cette période de Covid-19 avec les députés européens Sylvie Brunet et Mounir Satouri. Donc ce soir, il s'agit de nous demander quel est l'avenir pour l'espace Schengen et la coopération transfrontalière dans cette période de Covid-19. Pour nous éclairer sur cette question, nous accueillons le député européen Sandro Gozzi, dont nous avons pu lire l'interview cette semaine dans Nice Matin. Bonsoir, Monsieur Gozzi. Vous êtes italien mais avez été élu en 2019 au Parlement européen sur la liste française Renaissance du Parti En Marche et vous avez rejoint le groupe politique Renew du Parlement européen en février 2020 suite à la sortie du Royaume-Uni. C'est votre premier mandat comme député européen, mais votre carrière politique est fournie. Vous avez notamment été secrétaire d'État italien aux affaires européennes. Et comme vous le rappelez, vous étiez peut-être prédestiné à traiter des affaires européennes, puisqu'avec un décalage dans les années, vous êtes né le même jour que celui où furent signés les traités de Rome, c'est-à-dire un 25 mars. Au Parlement européen, vous êtes notamment membre des commissions parlementaires traitant du marché intérieur et de la protection des consommateurs, des affaires constitutionnelles et du développement régional. Monsieur le député, encore merci d'être avec nous ce soir. Je passe donc la parole maintenant à Odile Menozzi, présidente de la Maison de l'Europe Côte d'Azur Var et du Mouvement européen des Alpes-Maritimes, pour nous introduire ces deux associations qui lui tiennent à cœur et les règles de fonctionnement de ce webinaire. Bien, écoutez, je vous remercie d'être tous présents. Monsieur le député, bonjour. Denis Caro, bonjour. La Maison de l'Europe et le Mouvement européen, ce sont deux entités qui, je dirais, qui agissent essentiellement pour faire comprendre le fonctionnement des institutions européennes. Et nous sommes vraiment, je dirais, nous sommes vraiment investis dans la région et dans les Alpes-Maritimes pour faire comprendre justement ce fonctionnement. Nous travaillons essentiellement avec le grand public, les entreprises, les étudiants. Nous essayons vraiment de nous faire connaître parce que nous sommes, je dirais, ceux par qui passe le public et nous essayons surtout de faire remonter ce que pense le public auprès des institutions européennes. Donc notre rôle est capital en tant que pédagogue, je dirais, pour faire comprendre et également pour faire remonter ce que pense le citoyen européen auprès des institutions. Notre partenariat avec Nice Matin est très important parce qu'il nous permet d'avoir une visibilité extrême dans la région. Et je remercie vraiment énormément Denis Caro pour s'être associé avec nous pour ce webinaire. Je lui passe la parole. Je pense que le sujet est d'actualité et nous sommes vraiment concernés dans cette région par la coopération transfrontalière. Je vous remercie.
Merci à toutes les deux et merci Sandro Gozzi d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question générale sur le rôle de l'Europe dans la crise sans précédent que nous venons de traverser et dont nous n'avons pas fini de ressentir les effets. On l'a vu, les premiers réflexes des pays membres, ça a été de se recroqueviller, de fermer leurs frontières en oubliant complètement au départ la notion de solidarité. Est-ce que l'Europe a su se ressaisir depuis? Oui, la réponse est sans doute oui. Moi aussi, j'étais très critique des hésitations du départ européennes et pas seulement parce que tout le monde, avec cette crise qui était imprévue, imprévisible, tout le monde a été pris un peu au dépourvu. Il y a eu aussi des gaffes au niveau des communications, mais depuis, l'Europe a démontré qu'elle est là. Elle a donné une réponse sans précédent. Et cette fois-ci, différemment des autres crises, de la crise financière grecque, de la crise migratoire, l'Europe n'a pas agi trop peu, trop tard, mais a agi à temps et avec des mesures sans précédent. Je crois que là, on a vu en œuvre, et on l'a vu aussi aujourd'hui, on en parlera, j'imagine. Ce matin, il y a eu les sommets des leaders européens. On a vu fonctionner une Europe de la solidarité, une Europe qui veut donner des réponses aux citoyens, aux ménages, aux entreprises, l'Europe que nous voulons. Et ça doit continuer ainsi. Il faut arriver à des résultats, il faut aboutir. Comment convaincre le grand public que cette Europe de la solidarité, elle existe, elle est en mouvement? Et tout d'abord, moi je crois en rappelant les faits et en expliquant de façon très simple ce que l'Europe a déjà fait et a fait faire et a permis et a laissé faire pendant la crise du coronavirus. On a passé une décennie, par exemple, à débattre du pacte de stabilité et de croissance et des règles européennes sur les aides d'État. Et il y a eu un débat, et moi j'étais parmi ceux qui pensent que ce sont des règles dépassées et qu'il faut les adapter aux besoins au fur et à mesure des crises économiques, sociales et dans ces cas-là sanitaires. On a passé une dizaine d'années à en débattre. Cette fois-ci, on a, face à la crise du coronavirus, suspendu les pactes de stabilité et de croissance. Et ceci a permis au gouvernement français, au gouvernement allemand, au gouvernement italien de prendre des mesures d'urgence pour les secteurs sanitaires, pour les entreprises, pour les ménages, pour l'emploi, contre le chômage et le chômage partiel, en mettant à disposition des ressources avec une action qui n'aurait pas été possible sans la suspension du pacte de stabilité et de croissance. Là, on a adapté les règles sur les aides d'État pour permettre au gouvernement d'intervenir. Il y a une intervention en cours de la part du gouvernement français en faveur de la France, par exemple, qui est très importante, comme il y a eu en Allemagne vers d'autres réalités économiques très importantes. Et on a mieux utilisé, avec moins de bureaucratie, avec plus de flexibilité, avec plus de rapidité, les ressources qui existaient déjà. Les territoires européens ont à leur disposition, dans les mois à venir, 37 milliards d'euros supplémentaires pour les régions européennes et donc évidemment aussi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des ressources justement pour répondre à la crise et pour renforcer la cohésion territoriale, la cohésion économique et sociale qui a été mise à mal à cause de la crise. On a inventé un nouveau mécanisme complémentaire d'assurance chômage européen, ça s'appelle SURE. C'est un mécanisme qui est là pour aider les efforts de protection sociale, de sécurité sociale, d'aide aux chômeurs en cours de la part des différents États. Là, l'Europe intervient pour renforcer ça avec 100 milliards d'euros. La Banque européenne des investissements s'est mobilisée pour mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises européennes, et donc françaises aussi, 240 milliards d'euros. Tout cela, c'est un paquet des 500 milliards d'euros que l'Europe a mobilisé et qui progressivement va arriver sur les territoires, va arriver aux entreprises, va arriver aux familles en utilisant mieux les ressources existantes. Mais on s'est dit, on l'a dit tout d'abord au Parlement européen, on l'a dit tout d'abord dans notre groupe Renew Europe,
et que tout celle-ci n'était pas suffisant. C'était très bien, c'était très rapide pour une fois, c'était pas bureaucratique, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait trouver de nouvelles ressources. C'est l'objectif que nous poursuivons en tant que Renew Europe, que la France avec Emmanuel Macron, que l'Allemagne avec Angela Merkel poursuivent avec ces plans de relance et de transformation européenne qui après a été nommé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Next EU Generation. Il s'agit de trouver au moins 500 milliards d'euros pour aider les territoires et les secteurs les plus frappés par la crise, à commencer par exemple par le tourisme, qui est quelque chose qui intéresse énormément le sud de la France, Nice, comment s'intéresse la Ligurie, comment s'intéresse de l'autre côté de la frontière, Ventimille et l'Italie. Il faut tout de suite mettre à disposition de l'économie et des entreprises et des territoires français, italiens, européens, des ressources supplémentaires. C'est ce plan de relance, 500 milliards d'euros d'aide qu'on doit trouver en allant sur les marchés, en empruntant de l'argent, en finalement pariant sur un avenir commun et pour une sortie ensemble de la crise. Tout ça est énorme et j'ai dû être très long dans ma réponse, mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité des décisions que l'Europe a déjà prises. Ça, c'est la réalité de la construction de cette Europe de la solidarité que nous sommes en train de réaliser dans ces jours-là. Et je répète, il y a quelques heures, ça s'est terminé à notre sommet des leaders européens où on a discuté exactement de ça. Donc, il faut poursuivre dans cette voie, il faut aboutir, il faut arriver à des résultats rapidement, j'espère déjà avant la pause d'été en juillet. Nous sommes ici à la frontière avec l'Italie. Depuis 30 ans, d'importants efforts ont été mis en œuvre pour favoriser la coopération transfrontalière. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qui marche? Écoutez, moi j'y crois énormément à la coopération entre régions et à l'idée des frontières comme lieu de coopération et lieu de développement des projets communs. Et aussi lieu où on aborde des problèmes communs. On a eu des problèmes, on a parlé souvent de la frontière entre Menton et Ventimille pour la question de l'immigration. Et on sait bien qu'il y a eu des tensions entre les deux pays pendant la crise des réfugiés et la crise migratoire. Il faut savoir que entre les deux préfets, entre les deux préfectures, il y a une coopération qui a été relancée, qui est très forte et qui est là pour mieux gérer les flux, assurer la sécurité des deux côtés et montrer que même un sujet sensible, hypersensible en Italie comme en France, quand la question des flux migratoires peut et doit être mieux gérée ensemble, en coopérant ensemble au lieu d'aller chacun de son côté. Et je crois que ça, c'est peut-être la chose qui est la plus importante et qui est la moins connue des deux côtés de la frontière. Mais moi, je crois qu'en perspective, ces plans de relance dont j'ai parlé et de transformation doit être l'occasion pour travailler beaucoup plus ensemble des deux côtés de la frontière. Je pense à la nécessité d'aider les secteurs touristiques, d'aider les secteurs de la culture, de développer des projets communs, de développer des nouvelles initiatives pour valoriser les patrimoines culturels des deux côtés de la frontière. Tout ceci sera possible avec les nouveaux plans de relance et de transformation européenne. Et tout ceci, d'après moi, c'est une opportunité unique pour Nice, pour Ventimille, pour Menton, pour Gênes, pour toutes les villes méditerranéennes de ces côtés d'Europe. Alors, on est effectivement au cœur du sujet avec la question du secteur touristique qui est très durement touché de part et d'autre de la frontière. Vous parlez de ce plan de relance. Très concrètement, les initiatives pourraient prendre quelle forme? Comment vous imaginez ce qui pourra être inventé et construit dans les semaines à venir entre les deux pays sur cette question de la relance du tourisme? Moi, je pense tout d'abord poursuivre l'action d'aide directe nationale, italienne et française, au secteur du tourisme. Il faut absolument que toute la liquidité qui a été mise à disposition, qui a été décidée à Paris, à Rome, arrive véritablement dans les caisses
des entreprises de tourisme, qui soient des grandes entreprises ou des PME. Ça, c'est absolument essentiel. La rapidité dans l'aide économique directe, rapidité aussi dans le développement du plan européen du soutien au soutien du tourisme, qui va avec aussi l'organisation disons, l'organisation des flux touristiques. Et ceci aussi est très important. On a vu finalement avec la suspension de Schengen, avec les retours d'une frontière dure entre Italie et France, entre Italie et autres pays, combien avec cette idée du retour des frontières, combien nous allons perdre et combien nous allons perdre aussi en opportunités économiques, en opportunités touristiques. Je crois aussi qu'il faut utiliser l'argent européen pour travailler beaucoup plus sur les binômes tourisme et culture. Parce que la défense et la protection, les soutiens au secteur du tourisme va avec la mise en valeur et les soutiens à l'autre secteur qui est gravement touché par la crise, qui est la culture. Et je crois que nous devons penser, une fois que le programme est arrêté, au développement des projets communs aussi, transfrontalières, des coopérations interrégionales qui mettent ensemble le tourisme et la culture pour essayer aussi de rallonger la saison touristique. Après tout, nous avons déjà perdu 2 mois parce que la saison touristique aurait dû commencer pendant la Pâques. Et pendant la Pâques, on était tous confinés. Donc, il s'agit aussi de rallonger les temps de la saison touristique en travaillant sur les binômes tourisme et culture. On peut essayer de les faire. Donc, ce sont tous des idées que je mets ça sur la table et sur lesquelles je crois qu'en tant qu'Européens, en tant que Français, en tant qu'Italiens, on peut travailler ensemble une fois que les nouvelles ressources aussi dont on est en train de discuter, qu'on est en train de négocier, seront arrêtées. C'est un programme qui va nous occuper dans les mois, mais je dirais dans les années à venir, parce qu'il s'agit de travailler autour de ces idées et d'autres sur les 2-3 ans qu'on a devant nous, hein, parce que la récession économique va être très forte. Il nous faudra 24 à 6 mois pour en sortir, et pour en sortir, j'espère, même renforcer. Une dernière question avant de vous relayer les questions transmises par les participants à cette conférence. À la lumière des mois que nous venons de vivre, est-ce que l'espace Schengen tel qu'il existe aujourd'hui a un avenir? Oui, il a un avenir. Évidemment, déjà avant la crise, on savait qu'il faut les renforcer, il faut les réformer, il faut introduire des nouvelles politiques, des nouveaux instruments. Moi, je vous dis, avec la crise du Covid, chacun de nous était confiné chez soi. Et donc, évidemment, on ne pouvait pas penser évidemment, les frontières aussi ont été fermées. Et on a vu finalement un trailer, vous savez, hein, c'est court, c'est 3 minutes d'introduction à un film, non? Les trailers qu'on a aussi sur les réseaux sociaux. C'était les trailers des nationalistes. On a vu ce que serait l'Europe si les nationalistes étaient au pouvoir à Rome, à Paris, à Berlin, etc. Parce que finalement, les nationalistes ont toujours été contraires à Schengen, ont toujours été pour les retours des frontières nationales, ont toujours été pour les contrôles stricts aux frontières nationales. Et on a vu finalement combien les marchés uniques est indispensable pour nous. Même pendant la crise, c'était grâce au marché unique qu'on a pu continuer à faire circuler les équipements médicaux nécessaires, les médicaments nécessaires, l'agroalimentaire, quelle importance qu'il a pour des pays comme la France, comme l'Italie, pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la possibilité d'assurer la circulation de ça. Donc, je crois que les citoyens ont vu quelle serait l'Europe qui prône les nationalistes, comment serait l'Europe avec les retours des frontières entre nous. Et je ne crois pas qu'ils veulent de ça. Et évidemment, nous devons travailler plus sur des questions. Nous devons mieux gérer de façon plus efficace, plus forte les frontières externes. Et nous devons résoudre des questions qui ont été suspendues pendant la crise, mais qui vont revenir. Comment gérer, comment coopérer entre nous quand il y a une crise migratoire, comment coopérer avec nous pour la question des réfugiés politiques. Toutes les questions qu'on a vues
et qui étaient très aiguës et très importantes dans la crise migratoire de 2014-2015, qui ont été un peu mis sous parenthèse pendant la crise parce qu'il n'y avait même pas de flux migratoires pendant le confinement global, mais qui vont revenir et sur lesquels nous devons travailler ensemble. Mais je crois que de ce point de vue aussi, le fait d'avoir vécu l'Europe avec les retours des frontières va faire comprendre à tout le monde qu'il faut faire des pas plus importants vers une amélioration, plus d'efficacité, notamment vers l'extérieur de l'espace Schengen, parce que nous voulons récupérer notre liberté. Nous sommes contents, même si on doit être prudent, on doit rester prudent, de pouvoir sortir, de pouvoir regagner une vie normale. Nous sommes évidemment contents de pouvoir passer la frontière entre la France et l'Italie à Ventimille, à Menton, mais ceci requiert quand même une plus d'efficacité pour les frontières extérieures de l'Union européenne et dans les relations avec le reste du monde. C'est là-dessus que je crois qu'à la rentrée, il faudra travailler durement en parallèle à la mise en œuvre du plan de relance économique et sociale. Quelle est la question sur laquelle il faut travailler prioritairement et le plus rapidement à la rentrée? En parlant de Schengen, sans doute les frontières extérieures et sans doute une révision des règles qu'on appelle des Dublin, des règles sur les réfugiés politiques, pour assurer une meilleure répartition de la tâche entre tous les pays européens. Quand il y a une crise, on ne peut pas laisser les pays qui sont en première ligne à cause de leur géographie, les laisser seuls à gérer une question qui concerne toute l'Europe. On ne peut pas laisser l'Italie, la France, l'Espagne ou la Grèce ou Malte gérer seul dans l'intérêt de tout l'espace Schengen des crises migratoires. Donc, il faut que chacun apporte sa contribution. Il faut travailler beaucoup plus sur le thème de la solidarité. Il faut expliquer à nos partenaires de l'Europe centrale et orientale, et notamment à Hongrois et Polonais, que l'Europe n'est pas sens unique. Elle ne vaut pas seulement quand on reçoit énormément d'argent des contribuables européens pour le développement hongrois ou polonais. En Europe, la solidarité a double sens. Il faut que nos amis hongrois et polonais fassent preuve de solidarité envers nous quand il s'agit d'accueillir une partie des réfugiés politiques que l'Europe, suivant leurs règles, suivant les constitutions nationales et suivant les obligations internationales, est tenue à accueillir lorsqu'il y a une guerre aux portes de l'Europe. Donc, les thèmes de la solidarité, les thèmes de la répartition des tâches, les thèmes du faire respecter à tout le monde les obligations qu'on a en tant qu'État membre, qui vont avec les bénéfices énormes que nous tirons de la liberté que l'espace Schengen nous assure. Voilà, ce sont des thèmes sur lesquels il faut absolument travailler. Moi, je suis pour introduire la règle du gel des fonds vis-à-vis des pays qui ne respectent pas leurs obligations de solidarité et les règles de l'état de droit. Si un pays européen ne respecte pas ça, il doit voir geler les fonds européens en sa faveur. Et c'est un thème sur lequel nous sommes déjà en train de négocier et que j'espère sera décidé bientôt, notamment à la rentrée, pour répondre à votre question. Alors, on va passer aux questions qui nous ont été transmises en amont et notamment via le mouvement européen. Et on prendra également des questions qui nous arrivent via Facebook. Première de ces questions, quelles sont les limites et les obstacles au bon fonctionnement de la coopération transfrontalière? C'est un peu ce que je viens de dire, mais au-delà de la question de la libre circulation et de la question de la libre circulation des citoyens et des flux migratoires, moi je crois que les obstacles sont tout d'abord développer davantage une culture de la coopération interrégionale. Il y a de bons exemples. Regardez pendant la crise combien Mulhouse a pu bénéficier de la tradition des coopérations régionales qu'on a dans cette partie de la France avec les régions, la Suisse et l'Allemagne. Oui, qui s'est traduit par la prise en charge d'un certain nombre de malades du malades Covid. de Mulhouse qui ont été transportés en Suisse et en Allemagne, justement parce que
à ce moment-là, les hôpitaux des Moulouses de la région étaient vraiment sous pression à cause du coronavirus. Pourquoi on a pu faire ça? On a fait ça assez rapidement parce qu'il y avait une tradition des euro-régions et des coopérations bien établies. Il y avait un cadre de coopération entre Mulhouse, Bâle et les territoires allemands qui a été bâti au fil du temps. Et donc, on a pu même faire jouer la solidarité. Il faut une question annexe pour rebondir sur ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou on a l'impression que ce mécanisme que vous évoquez et qui a bénéficié à Mulhouse notamment, on n'a pas l'impression que la même chose se soit mise en œuvre avec l'Italie, en faveur de l'Italie et des malades italiens? Au départ, non. Au départ, non. Après, il y a eu des échanges entre l'Italie, notamment la Lombardie et l'Allemagne, qui ont été très importants. Mais au départ, non. Au départ, et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué une réaction très négative de la part des Italiens vis-à-vis de nos voisins et vis-à-vis de la général. Parce qu'au départ, on avait l'impression qu'encore une fois, face à une crise pour laquelle l'Italie ne portait aucune responsabilité, pas plus que les autres pays en Europe et dans le monde. Et on avait l'impression que l'Italie que tout le monde tournait les dos à l'Italie. Et donc, au départ, il y a eu des réactions très négatives pour cause. Mais après, pendant la crise, il y a eu des interventions et même un transfert des malades de la Lombardie à l'Allemagne. Et ceci, nous voulons, dans le cadre d'une nouvelle politique européenne de santé, les rendre plus structurés, plus prévisibles. Nous voulons créer une force européenne de la santé, renforcer les programmes d'intervention dans la crise dans le domaine sanitaire, c'est les programmes RESC-EU, comme on s'appelle, et développer des mécanismes similaires à ce qu'on a dans la protection civile. Vous savez quand il y a des incendies en Côte d'Azur, en Ligurie, on voit souvent des Canadiens d'autres pays qui viennent nous aider. Ça, c'est grâce à la protection civile européenne, au mécanisme de protection civile européenne. Nous devons développer la même chose dans le domaine de la santé. Mais pour revenir à votre question, il faut que les régions intègrent beaucoup plus du moment où on a à la disposition les fonds régionaux et du moment où ils programment comment utiliser les fonds européens pour les régions. Et laissez-moi dire que même en France, les régions devraient faire beaucoup plus pour faire savoir aux Français qu'une grande partie de leur action s'est faite grâce aux fonds européens. On ne les dit pas assez. On ne les dit pas assez. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on doit demander aux régions françaises. Mais du moment où on fait une programmation avec les fonds européens, il faudrait dès le départ intégrer la dimension de la coopération transfrontalière et demander aux régions voisines de faire la même chose. Donc, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devrait dès le départ discuter avec les Piémonts, avec la Ligurie et dire est-ce qu'on a des intérêts communs dans le domaine environnemental, dans le domaine des transports, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche? Est-ce qu'on ne veut pas programmer et destiner une partie des fonds européens à notre disposition pour développer dès le départ des actions conjointes? Vous voyez, là, ceci n'est pas encore assez développé en Europe et c'est là-dessus, d'après moi, que dans le cadre de la nouvelle politique de cohésion 2021-2027, nous devrons travailler davantage. Alors, une question qui est vraiment dans la droite ligne de ce que vous venez d'évoquer. Donc, la question, il n'existe pas d'accord sanitaire entre la France et l'Italie ou d'accord tripartite entre la France, l'Italie et Monaco, contrairement à toutes les autres frontières françaises. Un tel accord permettrait aux patients de bénéficier librement des soins dans les trois pays et au personnel soignant de coopérer en cas de crise. Pourquoi cette absence d'accord et peut-on en imaginer un? Je ne sais pas pourquoi, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait cet accord. Ma première réaction à la question, c'est que la personne qui nous suit a tout à fait raison et qu'une des leçons qu'on doit tirer de cette crise, c'est justement de développer des mécanismes stables de coopération dans le domaine de la santé entre Italie, France et y compris Monaco. Il faut dire qu'il y a quelques jours, Italie, France, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, ont pris l'initiative pour mettre ensemble, unir les efforts
que ces 4 pays sont en train de faire pour la recherche du vaccin contre le coronavirus. C'est un exemple de comment, finalement, on commence à coopérer beaucoup plus dans le domaine de la santé. Dans ces contextes, je verrais très bien une coopération italo-française et monégasque dans le domaine de la santé, notamment, mais pas seulement, à la lumière de l'expérience du Covid-19. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte que ça aboutisse et que effectivement ce type d'initiative voit le jour? Il faut tout d'abord regarder et travailler entre Paris, Nice et les Gênes et Turin, parce que la répartition des compétences déjà dans le domaine de la santé des 2 côtés des Alpes est assez différente. Et en Italie, les régions ont des compétences et des budgets beaucoup plus développés, directs, autonomes pour le domaine de la santé. Vous savez, je dirais que les 80-85% du budget des régions italiennes est justement dédié et consacré à la santé, parce que c'est une compétence avant tout régionale. En France, même si récemment on a réformé les systèmes, c'est une compétence qui reste quand même sous une coordination beaucoup plus, disons, étroite du niveau de l'État, du niveau de l'administration centrale. Et donc, déjà, il faut se mettre autour de la table et regarder entre Paris et les régions frontalières, et là, quels sont les secteurs dans lesquels nous avons un besoin et un intérêt de développer des initiatives conjointes, des politiques communes. Tout d'abord, évidemment, en cas de crise qui frappe plus ces côtés des Alpes que l'autre, il faut avoir des mécanismes automatiques d'échange d'informations et d'intervention de la solidarité. C'est ce qui a un peu manqué au début de cette crise sanitaire. Il n'y avait pas un contexte, un cadre structuré dans lequel on pouvait échanger les informations de façon automatique, avoir plus d'échanges de bonnes pratiques. Voilà, tout cela, d'après moi, on peut les développer entre régions frontalières françaises et italiennes, pas de façon générique, mais je répète, en identifiant les activités spécifiques qu'on a intérêt à mener, à développer ensemble. Alors, une autre question, le programme Interreg permet de financer directement des projets transfrontaliers. Que va permettre ou que permet ce mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier que la Commission propose d'instaurer? Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Il y a 2 questions, de façon plus simple. Et la coopération interrégionale, la coopération transfrontalière est une des dimensions de la politique de cohésion et du Fonds européen de développement régional. Jusqu'à maintenant, ça a été toujours une ligne assez réduite par rapport au gros morceau de la politique de cohésion, et on l'a pas, d'après moi, on a fait pas mal d'initiatives, mais on ne l'a pas véritablement intégré comme une nouvelle dimension de la politique régionale. Et pourtant, les domaines dans lesquels cette coopération interrégionale peut se développer, dans le cas de la partie d'Europe dont nous parlons, les sud de la France et la Ligurie, les Piémont, sont évidents. On a parlé de santé, tourisme, culture, mais il est clair que les transports et les projets environnementaux dans le cadre de la transition écologique et dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans verts, de ces nouveaux plans verts, des New Green Deal européens, d'après moi, ce sont des domaines dans lesquels il s'impose une coopération interrégionale. Après, il y a eu aussi les développements qui a concerné aussi la région PACA, la région Piémont, a concerné tout le nord de l'Italie vis-à-vis de la France, de l'Allemagne, de la Slovénie, du côté atlantique. On a développé ces macro-régions et ces euro-régions. Mais là, on n'a jamais su introduire des mécanismes de programmation et de gouvernance assez souples, assez efficaces. Et je crois que de ce point de vue aussi, il faut travailler pour faire plus simple et pour faire en sorte qu'on travaille dès le départ, dès le début de la programmation, mieux ensemble, avec des mécanismes moins complexes. Et ce sont des montages parfois difficiles à mettre en œuvre, mais sur lesquels, je crois, il est grand temps de réfléchir en vue du démarrage
du nouveau cycle financier qui va partir en 2021. Une autre question, quels outils l'Union européenne peut-elle mettre à disposition pour éviter à l'avenir les conséquences néfastes de décisions nationales non concertées sur des bassins de vie transfrontaliers? Ça, c'est aussi une question à laquelle j'ai en partie répondu et en partie, je vais essayer de répondre davantage maintenant. Tout d'abord, c'est une question de savoir qui doit faire quoi. Vous savez, dans le domaine de la santé, même les peu de compétences que l'Union européenne avait n'ont jamais été véritablement exercées, pas assez. Par exemple, on aurait pu créer déjà avant une force européenne de la santé, on aurait pu créer avant un mécanisme de protection sanitaire dans l'urgence. Mais en général, la santé a été toujours gardée avec une très grande jalousie de la part des États membres au niveau national. Et pour un choix qui est un choix pas seulement administratif, mais éminemment politique. La santé fait partie est très étroitement liée à l'idée des communautés. Une communauté humaine, tout d'abord, se pose la question comment je prends soin des membres de ma communauté. Et la santé on a voulu nier à l'Europe cette dimension communautaire, cette dimension humaine, ce qu'on appelle la affectio societatis, les sentiments, les liens émotionnels entre nous dans une société, dans une communauté, dans un territoire. On l'a sciemment nié à l'Union européenne parce qu'on ne voulait pas développer cette dimension sociale et humaine de l'Union européenne, mais après, ces petits maudits virus redoutables a montré que finalement, les choix et les puissances nationales sont impuissants. Parce que quand on a un petit virus très dangereux qui, évidemment, il frappe de façon transnationale, de façon globale, on se rend compte que même pour assurer notre sécurité et notre santé, on a besoin de plus de politiques transnationales et plus d'initiatives communes au niveau européen. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait ça jusqu'à maintenant et pourquoi aujourd'hui, il y a la possibilité de développer une nouvelle politique de la sécurité humaine. Et pour politique de la sécurité humaine au niveau notamment européen, j'entends travailler plus ensemble et dépasser les vétos, parce que finalement, quand quelque chose n'est pas des compétences de l'Union européenne, ou alors elle est liée à l'unanimité, chaque pays peut pour la bloquer, il faut développer cette idée de sécurité humaine qui passe avant tout par la question de la santé, la question de l'écologie et la question de la sécurité. Ce sont les trois dimensions qui font communauté et sur lesquelles une action régionale ou nationale ne suffit plus, n'est plus suffisante. Et pour retrouver une puissance, pour retrouver une capacité de gouverner, pour retrouver une capacité d'assurer ces biens publics pour nos concitoyens, on doit développer aussi une dimension européenne de la santé, de l'écologie, de la sécurité. Ceci ne veut pas dire que la région PACA, Nice ou la France n'auront plus rien à faire dans ce domaine, bien au contraire. Ils doivent améliorer l'efficacité de leur action et cette efficacité sera d'autant plus améliorée qu'il y aura aussi une dimension européenne pour agir là où l'action nationale ou l'action régionale n'est plus suffisante. Alors, il y a des questions qui nous arrivent en direct, qui concernent beaucoup toujours la santé et sur des sujets que vous avez déjà abordés, mais qu'on va peut-être pouvoir compléter. Une question de Sébastien Viano, directeur Europe, Ville de Nice et Métropole Nice-Côte d'Azur. Que peut-on attendre du projet d'Europe de la santé? Quelle nouvelle politique européenne pour assurer notre souveraineté industrielle? Oui, là aussi, on va continuer à développer un thème qu'avec nous, Denis Caro, on a abordé dès le départ de notre entretien. Alors, j'ai déjà dit qu'on doit travailler pour renforcer les mécanismes de coopération dans le domaine sanitaire en cas de crise, avec l'introduction d'un mécanisme d'une force européenne de la santé. On va aussi renforcer les mécanismes, disons, opérationnels d'intervention en cas d'urgence, c'est le programme RESC-EU.
intervention d'urgence, Rescue EU. On a proposé, dans le contexte de ces plans Next EU Generation, des plans de relance en transformation, d'introduire un plan spécifique EU for Health. Et donc, un programme spécifique et des ressources communes européennes pour des programmes dans le domaine de la santé. Évidemment, dans le domaine du COVID-19, mais aussi des missions pour la lutte contre les cancers, la lutte contre les effets du tabagisme. Donc, il y a des missions européennes qu'on va développer, qu'on va renforcer grâce à la mise en place au démarrage d'un nouveau plan EU for Health, l'Union européenne en faveur de la santé. Après, il y a une dimension qui est liée aussi à cette capacité de contrôle dont j'ai parlé. Parce que finalement, quand je disais on doit retrouver ensemble au niveau européen une capacité de contrôle qu'on a perdue au niveau régional ou au niveau national, je parlais de souveraineté. Parce que finalement, la souveraineté, c'est reprendre le contrôle sur les questions dans l'intérêt commun. Et pour reprendre contrôle, pour retrouver une souveraineté industrielle dans le domaine de la santé, dans le domaine de la pharmaceutique et dans le domaine de la recherche, il faut développer une nouvelle souveraineté européenne, notamment, pas seulement, notamment dans la politique industrielle. Ceci, qu'est-ce que tout cela implique? Implique tout d'abord de voir comment nous pouvons développer une action pour attraire les entreprises françaises, allemandes, italiennes, qui pour toute une série de raisons liées aux conditions de recherche, liées au fonctionnement du marché du travail, liées à la compétitivité, liées au coût, ont décidé de quitter l'Union européenne et de déplacer une bonne partie de leur chaîne de valeur, dans disons, les différentes phases de la production, en Chine ou en Inde. On a découvert pendant les citoyens, les experts le savaient, les industriels le savaient, mais les citoyens ont découvert qu'on a une très grande dépendance dans le domaine pharmaceutique de la Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'entreprises européennes qui sont déplacées en Chine. On a découvert que dans le domaine du paracétamol, on a une grande dépendance de l'Inde parce que beaucoup d'entreprises européennes sont déplacées en Inde. Donc, souveraineté industrielle, ça veut dire aussi essayer de récupérer, de faire revenir ces entreprises et de développer une autonomie. Nous ne pouvons pas être dépendants des pays extra-européens, des puissances extra-européennes dans des domaines qui sont stratégiques. Et la question de la santé, de la pharmaceutique, de la recherche, c'est une question stratégique. C'est ce que vient de décider la France sur le principe actif du paracétamol, par exemple. Exactement, exactement. Ça va exactement dans cette direction. Si on le fait ensemble, comme récemment, il y a 2 jours, le président Macron a dit, on récupère une indépendance à travers une nouvelle autonomie stratégique au niveau européen, ça va encore mieux. Et donc penser à la politique de la concurrence. La politique de la concurrence doit favoriser des leaders européens parce que nous devons mettre nos grandes entreprises en condition d'être véritablement compétitives dans un monde dans lequel ils ont souffert d'une compétition parfois déloyale de la part des Chinois, des Indiens, des Brésiliens, des Américains. Ça, c'est un autre aspect de cette souveraineté industrielle qu'on doit développer. Et finalement, dernier point, le développement des programmes de recherche communs. La création des réseaux de recherche, des consortiums de recherche communs dans lesquels on met ensemble les entreprises, les laboratoires pharmaceutiques, les centres de recherche, les administrations nationales pour la recherche, par exemple, dans le cas dont on a parlé, du vaccin contre le COVID-19, mais demain, pour la recherche dans d'autres domaines dans lesquels nous devons faire face à des défis communs. Tout ceci, d'après moi, rend la notion de souveraineté industrielle et souveraineté sanitaire. Alors, justement, une question à propos de souveraineté, une question de Tom. Est-ce que le fait de passer au-dessus des vétos ne revient pas à enlever de la souveraineté aux États membres? Non, ça en revient à en donner à ceux qui veulent aller de l'avant. Parce que nous ne pouvons plus nous permettre d'être bloqués, d'être paralysés, de rester inertes, de subir les événements mondiaux, de subir les événements économiques, environnementaux, sécuritaires à cause du veto des uns ou des autres. Donc, il faut développer une Europe de la volonté politique.
Il faut laisser des groupes, des pays et des peuples qui souhaitent aller de l'avant, les faire sans être bloqués par un veto de tel ou tel autre pays. Après, il est clair qu'il y a deux aspects. D'un côté, je crois que si pas tout le monde n'est pas d'accord, il faut permettre à un groupe de pays d'aller de l'avant. D'aller de l'avant dans des initiatives, par exemple, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité. De l'autre côté, il y a le besoin d'introduire plus de majorités et donc d'élier aussi ceux qui s'opposent dans des domaines dans lesquels les pays les plus, disons, fermés déjà bénéficient énormément de l'Europe qui existe. Je fais un exemple. Il y a des pays qui bénéficient énormément du marché unique, de la monnaie unique. Regardez les Pays-Bas, regardez l'Irlande, mais regardez le Luxembourg, sont les premiers bénéficiaires du marché unique. Les 80% des biens produits aux Pays-Bas sont vendus au marché unique, alors que c'est les 50% pour la France, pour l'Italie. Mais ces pays s'opposent, par exemple, à l'introduction de la règle de la majorité dans le domaine de la fiscalité. Ils s'opposent à ce qu'on puisse taxer les GAFA. Ils s'opposent à ce qu'on puisse assurer une justice fiscale, alors qu'il y a des multinationales qui bénéficient énormément du marché unique, mais qui ne payent pas tous les impôts qu'ils devraient payer à cause des différences de la législation nationale. Voilà, là, il faut foncer, il faut dire, ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas avoir un marché unique et monnaie unique dont vous êtes les principaux bénéficiaires et ne pas avoir, dans certains secteurs, une fiscalité commune européenne à cause de votre veto. Donc, vous voyez, il y a deux aspects et dans les deux cas, il ne s'agit pas de restreindre la souveraineté de ceux qui s'opposent, il s'agit de pouvoir exercer plus de souveraineté à ceux qui veulent aller de l'avant. Alors, on revient dans le domaine de la santé, mais on s'éloigne un peu de notre région avec une question posée par une infirmière responsable en Normandie. Peut-on imaginer une meilleure coordination dans la formation des personnels de santé? Oui, en partie oui, en partie oui. Vous savez que la formation professionnelle, c'est un des grands chapitres du Fonds social européen. Et beaucoup des choses qu'on fait au niveau régional, et là, c'est la même chose en France, en Italie, on les fait au niveau régional dans la formation professionnelle grâce au Fonds social européen. Et je crois que rien ne nous empêche, dans le nouveau cycle financier, de développer des programmes de formation professionnelle spécifiques dans le domaine sanitaire. C'est quelque chose qu'il faut discuter entre Paris et les différentes régions françaises, mais je crois que c'est tout à fait possible. Et de ce point de vue, il y a des ressources importantes du Fonds social européen qui pourraient être destinées à cet objectif. Alors, toujours dans le domaine de la santé, parce qu'on voit que c'est le sujet qui préoccupe ceux qui nous regardent, une question de Pasquale de Nice. En tant qu'Italien vivant en France, la crise du Covid a eu un impact important sur moi, augmentant la distance entre moi et ma famille à cause de la fermeture des frontières, des différences de règles entre les pays, de la confusion sur ce qui s'applique et quand une certaine règle s'applique. Est-ce que l'Union européenne a manqué à la coordination des actions des pays contre le Covid? Si ce n'est pas le cas cette fois-ci, l'Europe est-elle prête pour la prochaine crise? Pasquale, tout d'abord, bienvenue au club, parce que moi, j'étais à Paris et j'avais une bonne partie de ma famille à Rome, une autre partie en Romagne et une troisième partie dans les Pouilles. Et moi, j'étais confiné à Paris. Donc, je te comprends très bien, je vous comprends très bien. Je suis passé directement là moi-même et on a vu, comme je disais au début de cet entretien, comment ça serait l'Europe avec les frontières nationales et que les nationalistes veulent. Je crois que, comme je dis au début, chacun est allé en ordre dispersé parce que chacun ne s'attendait pas à ces virus, ne s'attendait pas à un virus aussi puissant et parce qu'on n'avait pas établi des mécanismes de coopération efficaces et d'échange d'informations efficaces dans le domaine de la santé. Je crois qu'on a appris la leçon et tout ce que je viens de dire en termes de programmes, en termes d'initiatives dans le domaine de la santé va justement dans la direction que vous souhaitez, à savoir plus de prévisibilité et une coopération plus structurée face à la prochaine crise sanitaire. Alors, une dernière question qui ouvre sur l'avenir. Est-ce que
l'Europe sera meilleure, sera plus efficace qu'avant la crise qu'on vient de connaître? Oui, elle le sera. Oui, elle le sera parce que pour une fois, cette fois-ci, on voit vraiment l'essence de l'urgence et l'essence de clairvoyance de la part des leaders européens. On a vu finalement la France et l'Allemagne revenir à des initiatives communes. Très important qu'Angela Merkel ait rejoint Emmanuel Macron dans une réponse importante de l'Europe solidaire, de l'Europe humaine, de l'Europe citoyenne, ce qui est après tout l'Europe que nous voulons. Parce que finalement, à Berlin aussi, on s'est rendu compte qu'il faut sortir du statu quo, que l'immobilisme va à l'encontre des intérêts des citoyens européens, qui fait l'affaire seulement des nationalistes anti-européens. Et finalement, l'Allemagne, après une décennie d'immobilisme total, commence à bouger. Parce qu'en Italie, on commence à comprendre que les discours nationalistes vont à l'encontre des intérêts des Italiens. L'Italie n'a pas intérêt à se renfermer dans un schéma nationaliste, a intérêt à être la protagoniste d'une coopération européenne. La même chose en Espagne, parce que même en Pologne et en Hongrie, on se rend compte que finalement, ces discours nationalistes ne mènent nulle part et ne vont pas dans l'intérêt de ces pays. Donc, je crois qu'il y a les conditions pour ouvrir une nouvelle phase d'une Europe plus souveraine, plus démocratique et plus juste. Il est clair que tout ceci dépend pas seulement de la mise en œuvre rapide de toutes les mesures dont on a pris, mais d'un accord important sur la négociation sur ces plans de relance européens dont on a parlé et sur lesquels encore il y a du travail à faire. Mais si l'Europe donne une réponse très importante dans le domaine économique et social, alors là, on pourra ouvrir une nouvelle phase pour construire une Europe plus citoyenne, et améliorer la démocratie européenne, améliorer la participation directe des citoyens aux enjeux européens, doter l'Europe de plus de capacités des gouvernements dans le domaine du numérique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la défense, voire commencer à avoir un début de véritables politiques étrangères communes, au moins dans des enjeux vitaux en tant qu'Européens. Bref, dès la réponse, et la réponse a commencé à arriver bien et fort, de la réponse à la crise, on pourra véritablement entamer une nouvelle phase d'intégration européenne. Moi, je dis toujours, l'année prochaine, le 18 avril 2021, nous allons fêter les 70 ans du traité de Paris. Le traité de Paris, c'est le traité qui a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier. Le charbon et l'acier, à l'époque, ont permis les 30 glorieuses, ont permis à nous, Européens, Français, Allemands, Italiens, de sortir de la crise profonde dans laquelle nous étions plongés en raison de la Deuxième Guerre mondiale et de devenir des grandes puissances mondiales. Les G7, et dans les G7, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, grâce à l'effort et grâce à cette intuition. Le 18 avril 2021, je crois que les climats, la transition écologique donc, et les numériques, l'innovation digitale peuvent être les charbons et l'acier des Européens et de l'intégration européenne au XXIe siècle. Et c'est dans cette direction que nous devons tous ensemble travailler. Donc, vous êtes raisonnablement optimiste. Comme Jean Monnet disait, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, nous devons être déterminés. Je suis très déterminé à apporter ma contribution pour aller dans cette direction en tant que député européen et je suis très fier d'être un député européen élu en France et qui sera sans doute à la disposition des territoires français et des Français jusqu'à 2024 pour rendre compte de mon action et pour pousser dans la direction dont nous avons parlé. Merci pour ce mot de la fin et pour cette note optimiste. Merci beaucoup pour cette participation à cette conférence. Merci à Odile Menozzi et à Muriel Mouret et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.